13h10, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Dans un instant, les mystérieuses disparitions de Boscodon. Dans ces bois des Hautes-Alpes, 2 personnes disparues en un mois alors qu'elles étaient parties se promener. Elles viennent s'ajouter à une longue série de disparitions restées inexpliquées. Et ce, depuis plusieurs années, toujours dans cette même zone. Les gendarmes envisagent toutes les hypothèses. Nous vous emmènerons dans les coulisses de cette enquête. Ce sera juste après le dossier de la semaine. Un nouveau samedi de manifestations et des violences en plein Paris. Plusieurs heures d'affrontements entre forces de l'ordre et Black Bloc. Une spirale que rien ne semble pouvoir arrêter et qui vient s'ajouter à la crise ouverte entre le président de la République et les policiers. Alors comment sortir de cette situation? Avant d'en débattre avec Dominique, avec nos invités, retour sur cette journée d'hier avec Guillaume Barquier et les équipes BFM TV. Dès le début de la marche, dans le 20e arrondissement de Paris, des policiers sont pris à partie verbalement. En 8 minutes seulement, des individus vêtus de noir forment un bouchon en tête de cortège. À 15h20, sur ces images, la manifestation est totalement bloquée. 15h45, le saccage des vitrines commence. Les forces de l'ordre sont très vite la cible de tirs de mortier d'artifice. Les policiers, obligés de reculer, font face à une violence qui s'intensifie. Dans les rues, des voitures sont brûlées. Les vitrines continuent d'être saccagées, parfois avec le renfort du mobilier urbain. Vers 17h, c'est cette banque qui va concentrer les attaques. 19h, les débordements se poursuivent place de la République. On y voit ici des individus tenter de casser une barrière. Les forces de l'ordre dispersent les manifestants à coups de matraque, à renfort de canons à eau. Finalement, ce quartier parisien retrouve son calme après plusieurs heures de tension extrême. Ces images particulièrement violentes, elles posent évidemment beaucoup de questions. Ça nécessite du décryptage, de la compréhension. C'est ce qu'on va faire avec nos invités. Dominique Boyajan, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur honoraire de l'Inspection générale de la police nationale, l'IGPN, ex-directeur de cabinet à la Direction générale de la police nationale. Guillaume Fard également avec nous, notre consultant sécurité intérieure. Bonjour Guillaume. Dominique Boyajan, d'abord, quand vous voyez ces images, nous Français, on les regarde avec nos yeux. Avec vos yeux, à vous, vous vous dites quoi? Que la police, à un moment, elle est peut-être dépassée? La première réflexion qui m'inspire, c'est un sentiment de consternation. Je pense à tous ces particuliers, ces professionnels, ces commerçants qui sont sur place. Enfin, avec tout ce qu'il y a en amont de cette problématique, il manquait plus que ça, j'allais dire. Sur le plan policier, police dépassée, je ne sais pas s'il faut poser le problème comme ça. La police, c'est pas une entité autonome. La police, elle fait en fonction des ordres qu'elle reçoit et des instructions qui sont celles qu'on lui donne. Pardon, on entend beaucoup ça depuis ce matin, notamment de la part des policiers, notamment de la part des syndicats qui nous disent on n'avait pas l'ordre d'agir, d'intervenir, d'interpeller. On a l'impression que tout le monde se renvoie la balle dans cette histoire. Expliquez-nous, vous qui connaissez bien comment ça fonctionne, pourquoi tout le monde nous dit on n'avait pas l'ordre, et dans ce cas-là, d'où vient le problème? De celui qui ne donne pas l'ordre? Alors, moi qui suis désormais extérieur à cette problématique, je peux vous parler qu'avec objectivité, enfin j'espère en tout cas avec le plus d'objectivité possible. Bien sûr. Écoutez, je sais pas, j'étais pas sur les ondes de police, je sais pas s'ils ont reçu l'ordre ou pas, mais je sais qu'il existe encore dans le pouvoir, au niveau de la préfecture de police, historiquement, le syndrome Malik Oussekine, vous le savez bien. Donc il faut trouver un équilibre quand on exerce une action de lutte contre les violences urbaines, et ce sont des violences urbaines, on n'est plus dans la manifestation quand on est sur ce type de problématique. Il faut trouver un équilibre entre l'usage de la force et en même temps un usage réfréné de la force. C'est pas simple. Le métier de policier, c'est un métier extrêmement difficile. Après, une fois qu'on a dit que c'est une problématique d'ordre, on peut aussi voir quelles sont les marges de progression. Je crois qu'on a un problème en France, on a le problème des Black Blocs.
bon, c'est déjà leur faire grand honneur que de les désigner sous ce terme. Les Black Blocs, je pense qu'il y a un travail de renseignement qui mériterait d'être approfondi. Très objectivement, il y a des gens qui viennent de l'étranger. C'est pas facile, hein. Je suis pas en train de dire il y a qu'à Faucon. Mais au niveau des Black Blocs, il y a un travail qui est à faire en profondeur pour mieux les identifier, parce qu'il existe dans la législation des dispositifs qui permettent d'interdire de paraître sur une manifestation. Encore faut-il qu'on identifie les auteurs. Mais pourquoi on les identifie pas alors? Alors pardon, je finis. Ouais. Ça, c'est en amont. Et en aval, au niveau des... Vous avez vu, on a plusieurs dizaines d'interpellations. Je sais que les gens qui vont entendre ça vont se dire « Ah bah oui, ils vont être relâchés à l'issue des interpellations. » Eh ben oui, il y a un problème. Il faut matérialiser l'infraction, l'individualiser. Alors, peut-être qu'il y a une solution, parce que les textes existent, c'est de réprimer plus sévèrement les groupements armés. Dans un groupement armé, vous n'avez pas besoin de disséquer les actions individuelles. Vous sanctionnez pénalement la collectivité du groupement armé. Ça, peut-être que l'autorité judiciaire n'y fait pas assez recours. Dominique Boyajan, il y a quand même en France, bon, les condamnations pour des faits de casse, comme on a pu le voir, ne sont pas des condamnations très lourdes. Et on sait qu'en France, on ne fait pas de prison, sauf à être condamné à plus de 2 ans. Donc quand la peine elle est inférieure à 2 ans, et c'est toujours le cas pour ces gens-là, c'est jamais des peines supérieures à 2 ans, on leur met un bracelet électronique, on leur propose un aménagement de peine, ces gens-là ne vont pas en prison. Et même avec un bracelet électronique, ça ne les empêche pas de revenir à une manif la semaine suivante. Ça, c'est très clair. Il y a une problématique sur la mise en détention en France, vous le savez bien. Ouais. Elle n'est pas seulement liée à l'absence de volonté des magistrats, elle est liée au fait, très en aval, aux places qu'on a dans les prisons. Les places dans les prisons. Il y avait un programme à faire que, bon, vous avez bien compris que le, je vais pas dire le quinquennat, je veux pas cibler personne, mais le quinquennat actuel n'a pas eu le régalien comme priorité. Alors, évidemment, on revenait de loin, parce que le quinquennat précédent, c'était encore pire. Mais très objectivement, le régalien, c'est quelque chose qu'il aurait fallu construire dès le départ. Là, maintenant, évidemment, on a un agenda, donc on est en train de prévoir une loi sur la sécurité globale. Bon, je reviendrai dessus si vous me posez la question. On a également la problématique de l'islam. Alors, tout ça, on le découvre en fin de quinquennat. Pour revenir à notre sujet, il y a la question de punir plus ceux qui gazent pour éviter, pour tenter de les dissuader de recommencer. Ça, c'est un point. Vous disiez aussi, le renseignement pourrait peut-être mieux les identifier. Guillaume, sur ce point-là, comment ça fonctionne? On est incapable d'identifier ces gens et de les interdire de manifestation. On le fait pour les stades de foot. Sur l'identification, quand les personnes arrivent dans les cortèges, d'abord, elles n'arrivent pas vêtues de noir. Elles se revêtissent de noir en cours de manifestation. Elles n'arrivent pas toujours avec des objets qui sont des armes ou des armes par destination. Elles peuvent les récupérer parce que ça a été prépositionné à l'avance ou parce que d'autres vont les leur apporter en cours de manifestation. Donc en fait, se pose toujours la question, c'est à quel moment vous pouvez interpeller quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas encore fait ou qu'il s'apprête à faire. Et quand bien même vous voudriez le faire parce que vous considéreriez que l'infraction est quasiment matérialisée, parce que la personne est déjà quasiment grimée de noir ou alors a sur elle des objets, est-ce que vous êtes en possibilité de le faire sans prendre des risques excessifs? Il y a des images qui défilent derrière vous en même temps que vous présentez l'émission, où on voit des fonctionnaires d'une brigade de répression de l'action violente qui reculent. Et on les voit reculer parce qu'il y a des manifestants violents avec des barres de fer, avec des engins incendiaires qui viennent s'en prendre à eux. Raisonnant à l'envers pour les téléspectateurs, que se passerait-il si au lieu de reculer, on leur demandait d'avancer? Si on leur demandait d'aller à la confrontation avec ces personnes qui les chargent avec des barres de fer? Mais que se passerait-il? Et qui assumerait les conséquences de ce qui se passerait? C'est cela que vit la préfecture de police. La démonstration est très claire, mais en même temps, tout le monde qui vous entend se dit on est paralysé. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut rien faire. On n'agit pas et on les laisse casser. Sur les interpellations en amont, il y a eu une tentative d'action qui était la loi anti-casseurs. Quand Édouard Philippe, en janvier 2019, lance cette idée en disant « mais on va faire des assignations à résidence préventive », c'est l'article 3 de la loi anti-casseurs. Qu'advient-il en avril 2019 ? Cette loi est censurée par le Conseil constitutionnel. Donc la démocratie est paralysée par ces groupes. Vous avez le droit de dire oui, si vous pensez que c'est le cas. Oui, bien sûr que je le pense. Et je pense que pour autant, il ne faut pas considérer que rien n'est à faire. Il y a très objectivement, il y a un travail de renseignement en amont qui mérite d'être approfondi. Et encore une fois, c'est pas facile. Mais c'est pas seulement du renseignement, c'est aussi de l'action répressive au plan judiciaire. Je crois que
tant qu'on n'aura pas une action répressive au plan judiciaire sur ce type de comportement, il ne s'agit pas de faire un État totalitaire où tout le monde est réprimé, mais sur ce type de comportement, tant qu'on n'aura pas la prise en compte de l'action en termes de groupement armé, je pense que l'individualisation, vous comprenez, c'est compliqué, parce qu'évidemment, la police, dans une action coercitive, violente, comme ça, on ne peut pas savoir qui a fait quoi. Donc les magistrats, je les comprends, sur des infractions individualisées, on ne peut pas imputer. Mais si on avait une imputation plus globale sur l'attroupement armé, je pense qu'on pourrait incriminer plus facilement. On parlait de renseignement tout à l'heure. Il y a des groupes qui font du renseignement. Enfin, dans le renseignement, il y a des équipes de policiers qui travaillent sur l'extrême gauche, l'extrême droite. Ça existe encore aujourd'hui. Il y a un groupe à la préfecture de police de Paris, au service central du renseignement, je crois. Il y en a à la DGSI. Il y a quelqu'un, un de ces policiers, on va dire pas dans quel groupe, qui me dit aucune ultra-droite hier, que des gens de gauche radicalisés. Donc comment savent-ils cela, celui qui me dit ça est une personne qui est vraiment au cœur du dispositif. Comment savent-ils cela et comment est-ce qu'en amont, ils ne peuvent pas remonter ou identifier ces gens-là quand ils arrivent dans les manifs? D'abord, vous n'avez pas toujours les mêmes personnes. La provenance géographique n'est pas toujours la même non plus. Et après, il y a aussi une transversalité des causes. C'est-à-dire que une personne que vous pouvez retrouver un jour qui va casser la vitrine d'une boucherie en aspergeant ça de sang d'animal et qui, le lendemain, va aller dans une ZAD. Le surlendemain, va aller dans un camp de migrants et le dernier jour, va aller dans une manifestation violente. Parce que vous avez des personnes qui peuvent se greffer... Ils sont des couteaux suisses. Exactement. Mais c'est cela qu'on voit, des couteaux suisses de l'action violente. Et donc, ils vont aller s'agréger sur différentes actions. Donc c'est pas toujours facile à appréhender. Et puis une fois que les services de renseignement ont identifié une personne, c'est toujours le même problème, c'est comment est-ce qu'on peut agir et priver quelqu'un d'une liberté individuelle pour des faits qu'il n'a pas encore commis. Quand il y a eu le G7 à Biarritz, on savait qu'il allait y avoir des individus violents qui allaient venir de l'Europe entière, notamment d'Espagne. Et donc ces personnes déclaraient vouloir venir faire du camping au Pays Basque. Alors sur quel motif vous allez dire, vous n'avez pas le droit de camper? Attendez, j'ai ma caravane, j'ai ma tente, pourquoi je viens pas? Et on dit, mais parce qu'on sait que vous allez commettre des violences. Prouvez-le, je n'ai encore rien commis. Et donc vous tournez en rond. Alors bien sûr que dans le cas du G7, il y a eu des interdictions administratives de territoire, mais c'est extrêmement difficile pour les services de renseignement. Et après, on les met toujours en accusation. On dit, mais ces gens ne travaillent pas bien, ces gens n'anticipent pas. Ces gens travaillent très bien, ils anticipent très bien. C'est juste qu'on reste dans un état de droit. J'aimerais qu'on resitue ce qui s'est passé hier dans le contexte dans lequel on est, parce que ça va tellement vite qu'on oublie presque que vendredi, Emmanuel Macron parlait à Brut, ce média sur les réseaux sociaux, et il parlait des thèmes qui concernent notamment la jeunesse. Il y avait beaucoup de jeunes hier dans les manifestations. Sur cette fois-ci, la violence commise par certains policiers. On écoute le chef de l'État. Il y a des membres de la police qui ont des comportements violents qu'il faut pouvoir traquer et sanctionner. Et il y a des membres de la police qui ont des attitudes racistes qui ne sont pas acceptables. Est-ce que pour autant, c'est l'institution qu'il est, c'est l'ensemble des policiers? Non. Emmanuel Macron essaye de trouver un équilibre dans son propos qui n'a pas été entendu par les syndicats et qui disent « on nous accable ». Dans le contexte actuel qu'on connaît, c'est maladroit de la part du chef de l'État, c'est injuste ou au contraire c'est proportionné et équilibré selon vous? Alors, pour être très clair, la sémantique a toute son importance. Le sujet est tellement brûlant vis-à-vis des policiers. Même si j'étais directeur de l'IGPN, moi je sanctionnais les policiers qui commettaient des infractions ou des fautes. Je défends les policiers dans leur globalité et effectivement le sujet est très sensible. Je pense que le fait de dire que 95% des policiers ne sont pas violents, c'est une mauvaise formulation. Bien sûr que j'ai compris que le chef de l'État ne livrait pas une statistique en disant ça, mais les policiers et les syndicats de policiers a fortiori vont dire « Ah ben ça veut dire que 5% des policiers sont violents ». Je crois qu'il faut absolument distinguer l'aspect individuel de la violence, c'est pareil pour le racisme d'ailleurs. Les policiers qui commettent des violences ou les policiers qui commettent des actes racistes, je pense au contrôle aux faciès bien évidemment, sont des policiers qui agissent de façon presque détachable. Moi je pense que quand une infraction comme ça ou une faute comme telle a été commise, on n'est plus policier, on n'agit plus, on est détachable de l'action de police. Employer une expression qui collectivise les violences policières, je suis contre, parce qu'on a l'impression que c'est un mode de fonctionnement. Vous comprenez, de la police. La police ne fonctionne pas du tout comme ça. Ce sont des actions individuelles qu'il faut réprimer. Et peut-être qu'il y a des solutions pour les prévenir d'ailleurs aussi. Guillaume, ce sera le mot de la fin, mais quand on ajoute ce qui s'est passé vendredi, ces propos on vient de les réentendre, et ce qui s'est passé hier, est-ce qu'il y a une mauvaise mécanique qui est en train de se mettre en route? En tout cas, le président de la République
et le ministre de l'Intérieur, lundi, devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, ont tous les deux admis l'existence de problèmes structurels, de problèmes de fond, et appellent à une réforme profonde de la police nationale, à commencer par la base, c'est-à-dire la formation. Et donc, si ils admettent cela, ça veut dire qu'ils admettent qu'on est passé au-delà des comportements individuels. Alors, ça irrite puissamment les syndicats de police, qui, pour les raisons que disait à l'instant Dominique Boyajan, disent mais non, il n'y a pas de problème systémique, il n'y a pas de problème structurel. Bon, on voit bien que l'exécutif est en train de l'admettre et appelle de ses voeux cette réforme, notamment de la formation, sachant que c'est ce gouvernement qui a réduit la formation en école des fonctionnaires de police qui est passé au mois de juin à 8 mois, et c'est lui qui, du coup, appelle à revenir sur ce qu'il a lui-même fait pour résoudre des problèmes qu'il aurait quand même un petit peu créés. Sauf que réformer la police, quand la police doit faire face à des black blocs qui leur tapent dessus, comme on l'a vu hier, 67 policiers et gendarmes blessés, c'est évidemment compliqué. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. Ça nous donnera matière évidemment à discussion dans des prochaines émissions. Merci d'être fidèles à Affaires suivantes. On se retrouve dans un instant pour évoquer le mystère des disparus de Boscodon. Des femmes au profil similaire et maintenant un homme porté disparu ou retrouvé mort dans ces bois des Hautes-Alpes alors qu'ils étaient tout simplement partis en promenade. Une série de disparitions inexpliquées et qui semblent s'accélérer. 2 disparitions ont lieu en l'espace d'1 mois. Les coulisses de cette enquête, c'est dans un instant. « 13h30, soyez les bienvenus sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police-justice. Dans un instant, avec nos invités, nous plongerons au cœur du mensonge. Le mensonge des parents de la petite Fiona, cette fillette de 5 ans tuée en 2013 par sa mère Cécile Bourgeon et son ex-compagnon. Depuis lundi, la cour d'assises de Lyon se penche de nouveau sur cette affaire. Et 7 ans après l'affaire, toujours de nombreuses zones d'ombre. Pourquoi, pendant 4 mois, ce couple a-t-il enchaîné les appels à l'aide, les interviews télé pour demander qu'on leur rende Fiona qu'ils avaient eux-mêmes fait disparaître? Ce fut l'une des grandes questions abordées durant cette première semaine de procès. Le récit, ce sera dans un instant, juste après les coulisses de la semaine. Faut-il parler de la malédiction de l'abbaye de Notre-Dame de Boscodon? Cette église du XIIe siècle est nichée au cœur des Hautes-Alpes, en plein milieu des bois face au lac de Serponçon, des bois où depuis des années des disparitions inexpliquées se multiplient, généralement des femmes d'une 60aine d'années parties se balader et qui ne reviendront jamais. C'est le scénario qui s'est une nouvelle fois répété il y a 10 jours. Laurence Clam, marcheuse de 60 ans, est toujours portée disparue. Le maire de la commune appelle à ne plus se balader seul. Il sera notre invité dans un instant pour vous emmener dans les coulisses de cette affaire avec Dominique. Mais d'abord, ce que l'on sait à ce stade de cette affaire avec Marine Scherer. La forêt de Boscodon. Un cadre exceptionnel que certains comparent désormais au célèbre triangle des Bermudes. Une réputation mystérieuse en raison d'une série de disparitions dans ce secteur. La dernière remonte au 26 novembre. Vers 10h30, Laurence Clam, 60 ans, part faire une promenade. Elle n'a depuis plus donné de nouvelles. Malgré des moyens importants qui ont été déclenchés, l'hélicoptère, les chiens Saint-Hubert, la famille, les bénévoles, jusqu'à 50 bénévoles qui ont fouillé la montagne, pas simplement les sentiers, ils sont allés dans les pentes, etc. Une disparition inquiétante, 25 ans après celle de Lucie Mancacrez, le 18 juillet 1995. Ce jour-là, cette randonneuse de 65 ans se promène dans la même zone et ne rejoint jamais son groupe d'amis. Le début d'une série, des disparitions de femmes d'une 60aine d'années randonneuses. C'est le cas de Monique Thibert qui n'a plus donné signe de vie depuis le 2 juin 2015 et de Marie-Christine Camus, disparue le 25 décembre 2016. Alors s'agit-il d'une coïncidence ou ces affaires sont-elles liées? Les habitants s'interrogent. De ne rien avoir trouvé au fil des années, pour les anciennes personnes, c'est un peu bizarre. C'est vrai qu'aller se promener seul, c'est un peu difficile maintenant. Hein. Parce qu'on y pense. Le 26 octobre, un homme, cette fois Cédric Delahaye, 41 ans, a également disparu. Il fait désormais partie du mystère de Boscodon. Alors évidemment, ce mystère suscite beaucoup de questions. Pour répondre à nos interrogations, Jean-Pierre Gandois, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le maire de Crau, cette commune qui abrite notamment la forêt de Boscodon et du Morgon. D'abord, évidemment, on a plein de questions à vous poser, mais je le disais, vous appelez
aujourd'hui les gens n'aiment plus aller se balader seuls dans ces forêts? Disons que c'est par précaution, puisque les enquêtes sont en cours. Il y a eu 2 disparitions en un mois, donc il faut quand même se méfier, on ne sait jamais, quoi. Il ne faut pas non plus faire une psychose. Il se peut que ça soit uniquement des accidents ou peut-être des suicides. Enfin, on ne sait pas, mais il faut laisser les enquêtes se dérouler. Mais en attendant d'avoir des résultats un peu tangibles, il faut quand même mieux faire attention. Donc là, par exemple, ce que vous voyez, c'est une route départementale. Normalement, sur une route départementale, on ne devrait pas risquer grand-chose. Mais voilà, après, il y a des chemins. La forêt de Boscodon, c'est une grande forêt où il y a beaucoup de sentiers. Et voilà, Monsieur le maire, on a retrouvé des corps. 2 corps ont été retrouvés. 2 corps ont été retrouvés. Comment sont mortes ces personnes? Alors en 95, j'ai réussi à retrouver dans les tablettes avec les services de la commune, tablette communale, on a réussi à retrouver la dame était bien décédée, que son corps avait été retrouvé. Mais les causes de la mort, on les connaît? Et pourquoi les enquêteurs vous tiennent pas au courant? En 95, c'est pas spécialement écrit. C'est pas loin, 95. Il y a une enquête de gendarmerie. Ça fait 25 ans, oui. Mais pourquoi les gendarmes ne vous informent pas, vous disent pas, voilà, cette personne. En 95, à l'époque, j'étais pas maire, donc ça remonte à 25 ans quand même. Voilà. C'était la première disparition. La première 95. disparition. On a retrouvé un corps, quoi. Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas eu d'infos particuliers sur les causes du décès, voilà. Par contre, en 98, donc il y a un SDF qui s'était tué. Donc là, on avait dit que c'était suite à une chute en montagne. C'est vrai qu'il faut quand même faire attention. Il faut avoir des équipements, être équipé, avoir des chaussures adaptées. Enfin voilà, on ne peut pas se promener comme... Mais même si ce sont des accidents de montagne, on doit retrouver le corps. Si quelqu'un chute dans un ravin, on retrouve tous les corps. Donc en 2018, on a retrouvé le corps là. Donc, mais après, il y aura... La gendarmerie, tout ça, les enquêtes ont dit que c'était suite à une chute. Voilà. Et après, il y aura 4 disparitions. Monique Thibert, Marie-Christine Camus, Cédric Delay et Laurence Clam. Il y a seulement quelques jours. 4 disparitions. Si on parle des femmes, on n'a pas retrouvé le corps. Si on parle de ces femmes, elles ont globalement toutes le même profil, une soixantaine d'années. Ouais, c'est vrai que ça peut prêter à supposition, quoi. On peut se dire... Voilà, des femmes de 60 ans. Bon, là, il y a un mois, un homme qui a disparu, donc c'est pas... Enfin, ça change un petit peu... Qu'est-ce qui se cache au cœur de cette forêt? Est-ce qu'il y a des cavernes? Est-ce qu'il y a des trous? Est-ce qu'il y a des ravins? Est-ce qu'il y a des maisons? Est-ce qu'il y a des maisons? Est-ce qu'il y a des endroits, des monastères? J'en sais rien, des choses comme ça. Donc la forêt de Boscodon, c'est une vieille forêt qui date de... L'abbaye de Boscodon a été fondée en 1132. Et donc, les moines de l'époque ont exploité pendant des centaines d'années, jusqu'à un moment de la Révolution, cette forêt. Donc, effectivement, c'est... Il y a un monastère. Il y a une abbaye de Boscodon, l'abbaye de Boscodon, qui est donc un monument qui est très, très visité, où il y a beaucoup de monde qui passe, quoi. Et qui est au cœur de ces forêts où il y a eu ces disparitions. Je voudrais qu'on écoute Bruno Rostand. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes le responsable de l'association de l'assistance et recherche des personnes disparues. Quelles sont les hypothèses pour vous pour expliquer ces disparitions? Voilà, c'est comme a dit monsieur le maire et les gendarmes en ce moment, pour le moment, il n'y a pas d'hypothèse, il y a tout qui peut être envisagé. Après, il ne faut pas oublier aussi que c'est un domaine de montagne, sans forcément être de la haute montagne. Le pic du Morgon est quand même à plus de 2300 mètres. Voilà, après, ça reste de la montagne avec tout ce que ça comporte. Et pour moi, je connais un peu les lieux. Je pense que monsieur le maire il pourra dire pareil, c'est une randonnée qui est faussement sécurisante, puisqu'en fait, elle paraît relativement facile. Et il y a des endroits, effectivement, où si on ne prête pas trop attention ou si on n'est pas vraiment dans sa marche, on a vite fait de faire une mauvaise chute. Et là, par contre, il y a quand même des personnes qui partaient se balader. Ce sont des gens du coin, ce sont des gens qui connaissent, ce ne sont pas des touristes. Oui, après, là, on est aussi en condition hivernale aussi. Il n'y avait pas encore la neige, mais le sol peut être gelé aussi. Il suffit de passer sur une pierre, c'est gelé, on a vite fait de glisser. Ça reste les Alpes en hiver. Monsieur Rostand, est-ce que toutes les personnes qui ont disparu sont des randonneurs? À ma connaissance, oui, à part Nick, là, qui était un SDF, qui n'était pas spécialement randonneur, mais qui avait quand même... il était parti, je crois, de mémoire du Lozé-Ubaye pour revenir après de l'autre côté sur Savines. Vous êtes d'accord avec nous que des randonneurs, on doit retrouver leur corps. Quand ils partent en randonnée dans une forêt,
on prend une zone géographique, les gendarmes ont des hélicoptères, des drones, des chiens de recherche, on devrait retrouver des corps, tous les corps d'ailleurs, non? Après, il y a des ravins. Qu'est-ce que vous aussi, répondent les gendarmes? Moi, les gendarmes, je les ai pas vus, mais après, c'est vrai qu'il y a des ravins quand même assez profonds, surtout à cette période de l'année, avec des hélicoptères, c'est des forêts de conifères. Un hélicoptère, on voit pas le sol, même dans les ravins. Jean-Pierre Gondois, les gendarmes vous disent quoi à ce stade? Les gendarmes font leur enquête. Pour l'instant, ils n'ont pas de piste particulière. Bon, on évoque, il y a plusieurs possibilités, une fugue, il peut y avoir un accident, il peut y avoir un suicide. La piste criminelle? La piste criminelle ne peut pas être... on ne peut pas dire non, ce n'est pas une piste criminelle, quoi. Il peut y avoir toutes ces hypothèses-là. D'emblée, dire que c'est une piste criminelle, c'est peut-être... c'est une des hypothèses. Voilà, une des hypothèses. Bon, vous savez, dans cette zone, énormément de gens se promènent. L'été, il y a des centaines de personnes tous les jours qui se promènent sur cette zone, quoi. Vous êtes le maire, vous êtes officier de police judiciaire. Visiblement, la gendarmerie ne vous dit rien. Est-ce que le procureur vous tient au courant? Est-ce que le substitut du procureur... Enfin, vous êtes élu, il faut quand même que les gens sachent que cette forêt elle est peut-être dangereuse, que on a l'impression qu'il y a plein de disparitions et que rien ne se passe vraiment pour retrouver, pour éclaircir ce mystère, ni du côté de la gendarmerie, le procureur. Enfin, je pense qu'ils font leur travail. La gendarmerie fait ce qu'elle peut pour la dernière disparition de Laurence Clam. Ils ont mobilisé quand même hélico, chiens, Saint-Hubert. Ils ont mobilisé une vingtaine de gendarmes pendant plusieurs jours. Bon, et après, il y a eu l'aide des pompiers, il y a eu des bénévoles M. Clam est accompagnateur en montagne, donc il a mobilisé ses amis qui étaient accompagnateurs en montagne. Donc, jeudi dernier, là, il y avait 80 bénévoles, plus 20 gendarmes, plus 20 pompiers. Et le procureur, qu'est-ce qu'il vous dit? Non, le procureur, j'ai pas eu le procureur. Non, le procureur ne m'a pas contacté. La gendarmerie, je les ai régulièrement, je les ai suivis régulièrement pendant la semaine, donc puisque ça fait un peu plus d'une semaine que Mme Clam a disparu. Ils me tiennent au courant. Donc le chien Saint-Hubert réussit à trouver une piste, et puis à un moment ça s'arrête, et puis c'est difficile après donc ils essayent de mobiliser les bénévoles pour essayer de trouver, mais c'est quand même une vaste zone. Bon, suivant l'endroit où ça se passe, c'est pas très très haut, mais comme vous voyez le Morgon, 2300 mètres et un peu plus. Si on se promène à certains endroits, c'est de la haute montagne. Sauf que là, c'était des petites balades, évidemment, de personnes. Tandis que, là où Mme Clam se promenait, a priori, c'était pas hyper dangereux, quoi. Voilà. Ça laisse entier le mystère. Évidemment, on va continuer à suivre cette affaire. Merci beaucoup d'être venu en parler sur le plateau d'Affaires suivantes ce dimanche. Merci beaucoup à Bruno Rostand d'avoir été avec nous. Tout de suite, les invités de la semaine. Des mensonges répétés avec aplomb, ce sont les mots à la barre cette semaine de l'ancien commissaire François Bernard, l'un des directeurs de l'enquête sur la mort de la petite Fiona. 7 ans après son décès, personne ne sait ni comment ni quand la fillette de 5 ans est morte, ni même où elle se trouve. Cécile Bourgeon, sa mère et son ex-compagnon sont jugés pour la 4e fois dans cette affaire devant la cour d'assises de Lyon. Un procès où leur mensonge est une fois de plus au cœur des audiences. Le récit dans un instant avec nos invités, mais d'abord, retour sur ces années de mensonges avec Marine Scherer. C'est seulement devant la presse qu'elle jouait les mères éplorées. Cette phrase, prononcée à la barre par un enquêteur, résume bien cette semaine de procès en appel. L'explication du scénario joué par Cécile Bourgeon et son ex-compagnon Berkane Makhlouf. 4 mois de mensonges, de manipulations, entamés le 12 mai 2013. Ce jour-là, la mère de famille donne l'alerte. Sa fille aînée a, dit-elle, disparu dans un parc de Clermont-Ferrand. Tous ceux qui peuvent nous aider, c'est vraiment un appel au secours. N'importe qui a Fiona, qui me la ramène. Cécile Bourgeon le sait, sa fille est déjà morte. Mais elle continue d'agir en mère effondrée, dans l'incertitude. On a besoin d'aide, que ce soit moi, que ce soit mon homme, que ce soit même Eva, même Fiona, Devant les caméras, ce même discours, toujours. Personne ne peut s'imaginer la souffrance et l'atrocité que c'est, de se faire enlever un enfant. Mentir systématiquement, même en privé. Mis sur écoute, la mère de Fiona et son beau-père livrent 2 véritables pièces de théâtre, selon les mots du président de la cour d'assises du Rhône.
Vivement que les flics retrouvent Fiona et qu'on reprenne une vie heureuse. Qu'on nous rende notre pépette. Un mensonge qui se poursuit jusqu'au 25 septembre 2013, date des aveux de Cécile Bourgeon. Et pour le récit de cette première semaine d'audience, on a le plaisir d'accueillir Valentine Arama. Bonjour, vous êtes journaliste police-justice au Point. Vous avez fait notamment l'ouverture de ce procès. Julien Moreau, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au pôle Faits divers pour le quotidien La Montagne et vous avez suivi cette première semaine d'audience également. On voit ces images à chaque fois saisissantes. Ces 4 mois de mensonges, il en a été question cette semaine parce que ça reste le cœur de cette histoire finalement. Ces images qu'on tournait en boucle, hein, on a beau les voir, les revoir, c'est vrai que c'est même presque pénible quand on sait l'issue, enfin la suite. Et c'est vrai que ça a beaucoup marqué la population et quand on sait derrière tous les mensonges qui n'ont toujours pas été élucidés en plus. Mais c'est ça le cœur, c'est que ces mensonges qui ont duré 4 mois à l'époque, ils sont toujours là cette semaine à l'audience ? C'est les mêmes questions, je pense qu'ils sont en suspens. Hein. On attend, il y a de savoir, on ne le saura probablement jamais, mais il y a toujours cette question de l'absence du corps, qui est le centre de ce procès et de cette affaire. Et effectivement, le fait que le drame se soit passé en huis clos, donc toutes les questions, c'est quand même le 4e procès, et toutes les questions qui se posaient au précédent procès continuent de se poser pour ce procès-là. Quel regard avez-vous sur elle ? Vous l'avez vu, elle a changé physiquement énormément. Cécile Bourgeon. Hein, Cécile Bourgeon, pardon. Elle a changé énormément physiquement. Elle n'a pas changé visiblement dans les confidences qu'elle n'avait jamais faites et qu'elle ne fait pas plus aujourd'hui. Et elle est très agressive, elle est insupportable. Elle déteste les journalistes. Elle dit à son avocat qui lui demande d'entrer avec elle, Renaud Portejoie, Gilles Portejoie, père et fils, donc d'entrer avec elle dans le tribunal le matin. Elle leur dit mais il n'en est pas question. Elle entre par la porte arrière, elle fait ce qu'elle veut. Elle essaie d'agresser les journalistes. Comment ça se passe ? Comment vous la voyez, vous ? Alors c'est vrai qu'elle fait pas mal de caprices. Hein. On a dû l'attendre parce qu'elle fumait sa cigarette, par exemple, pendant 10 minutes. Il y a eu le jeudi matin où elle s'est pris un peu le bec avec un photographe du Progrès qui souhaitait la prendre en photo, elle ne voulait pas. Donc ça fait pas mal de petits incidents, c'est pas des gros incidents, mais c'est vrai qu'on attend un peu qu'elle parle. Elle est très fermée, hein. On ne voit pas très bien son visage, c'est très frustrant d'ailleurs parce qu'elle se met toujours dans une position dos au public, dos à Maclouf et dos à Nicolas Chauffoulé, le père de Fiona. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas ses expressions et quand on fait un procès, on aime bien avoir l'accusé, savoir lire un petit peu. Ça donne une mauvaise image. Ça donne une mauvaise image et vous disiez tout à l'heure qu'effectivement elle avait changé physiquement. Donc là, elle est arrivée avec une chevelure rousse, frisée, un bandeau. Elle est toujours emmitouflée dans son écharpe. On la voit pas parce que disait mon collègue, effectivement, elle est dos complètement au public et elle a l'air de pas bien comprendre, enfin pas prendre la mesure de ce pourquoi elle est là. Elle est sans affect, elle donne des réponses qui sont à la fois courtes, il n'y a pas beaucoup de sentiments dans ses réponses et effectivement, elle a l'air un peu déconnectée de la réalité aussi. Au moment où on lui a demandé comment se passait sa nouvelle vie à Perpignan, par exemple, au moment de son examen de personnalité, elle a dit qu'elle ne comprenait pas, irritée en plus, presque agacée, qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle ne trouvait pas de travail, pourquoi elle ne trouvait pas d'appartement, pourquoi même quand elle voulait faire du bénévolat qui n'était pas payé, elle se faisait rembarrer, hein, je la cite. Et on a l'impression qu'elle ne comprend pas bien pourquoi son nom est un frein à sa nouvelle vie. Sa personnalité, elle est quand même au cœur aussi de cette histoire. Et ce qui est intéressant, j'évoquais le commissaire qui a un temps dirigé cette enquête cette semaine, qui disait mensonge obstiné, répété. Et puis il décrit aussi à un moment, durant cette semaine d'audience, la manière dont elle se comportait à l'époque, alors que tout le monde recherchait Fiona, qu'elle pleurait quasiment devant les caméras. Et à côté, elle n'avait pas du tout la même vie. Racontez-nous ce qu'il dit. Non, elle a un peu une double personnalité. Hein. On le voit même pendant ce procès, là, pendant cette semaine. Elle est renfermée dans sa coquille. Quand on la pousse un petit peu, quand ses avocats la poussent, le président, elle va exploser en larmes parce que justement, elle n'a pas eu sa cigarette au bon moment, parce qu'elle en a marre qu'on la photographie. Mais elle rapporte toujours elle-même. Hein. C'est vrai qu'elle parle très peu finalement de la petite Fiona et elle rapporte vraiment tout elle-même. Et il y a une façade où un peu grandiloquent, une mère un peu éplorée. Et puis derrière, on sait que c'est plutôt à elle qu'elle pense, quoi, finalement. Le commissaire dit, je parle sous votre contrôle, devant les caméras, elle pleurait, elle faisait ses appels. Ils avaient imaginé, on va y revenir, ce scénario d'enlèvement. Et puis en fait, à côté, elle regardait si elle était bien habillée, bien maquillée pour aller à la télé. Enfin, c'était la frivolité. Tout à fait. Et justement, ça joue en leur défaveur à tous les deux, et notamment pour elle. Le fait qu'elle ait menti pendant tous ces mois-là.
Il y a l'affect devant les caméras, la mère éplorée qui a perdu son enfant, elle demande rendez-moi ma gamine, etc. Et après, il y a les témoignages des gens qui étaient par exemple dans le parc, qui étaient là au moment où Fiona a soi-disant été enlevée. Et en fait, ils disent on était face à une mère qui était pas du tout inquiète, qui montrait rien, qui appelait comme ça Fiona, Fiona, mais qui finalement n'avait pas l'air de s'inquiéter plus que ça. C'était complètement contradictoire. Qui jouait mal son rôle, en fait. Hein. Qui jouait mal son rôle. Donc alors, on résume. Elle prend 5 ans, premier procès. Son compagnon prend 20 ou 25 20 ans. 20 donc c'est un hold-up de son avocat. Hein. 5 ans, c'est quand même inespéré. Deuxième procès, 20 pour les deux. Oui. C'est ça. Ensuite, cassation. Donc ils sont là tous les deux encore. Comment vous voyez la suite Ce qui va jouer, c'est Vous avez une idée? Vous êtes dans le procès. Hein. Ce qui va jouer, c'est les coups mortels. C'est ça qui va faire qu'elle prendra plus ou comme en première instance, c'est cette violence. Et pour l'instant, au bout de la première semaine, on sent une mauvaise mère, bien sûr, qui laisse les petites toutes seules à la maison pour faire des soirées, pour aller se droguer, pour aller faire plein de choses. Qui laisse son compagnon frapper sa fille. Oui. Ça, c'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Qu'il a peut-être frappé elle aussi. Ça va être voilà, débattu. c'est tout l'enjeu. Mais on sent pas de violence pour l'instant chez elle. Donc c'est vraiment les coups mortels, c'est vraiment la clé de la peine, si je puis dire. Ouais. Ils sont poursuivis tous les deux, en tout cas pour coup mortel. Ils encourent tous les deux 30 ans de prison, enfin de réclusion criminelle. Effectivement, maintenant, tout l'enjeu pour sa défense à elle, ça va être de dire qu'elle était plus dans une logique de délit, de non-assistance à personne en danger. Et le problème, c'est que dans ce procès, il y a deux vérités qui s'affrontent. Donc il va falloir savoir, effectivement, si elle a porté des coups à la petite Fiona. Et en fait, il y a la version de Berkane Makhlouf, la version de Cécile Bourgeon, et les jurés vont devoir travailler avec les blancs de l'enquête. Et le père biologique dans tout ça, comment il réagit sur le... Il a témoigné vendredi. Alors, on a entendu, on a terminé la semaine comme ça vendredi. Le vrai papa de Fiona. Le vrai papa, Nicolas Chafoulet. Lui, c'est son 4e procès aussi, donc il a ses arguments. Dépit, il est comment? Dépit, beaucoup de colère, et puis il attend qu'on lui donne le corps de sa fille. C'est ce qu'il leur a demandé encore. Dites-nous où est le corps. Il veut une sépulture. Vous croyez qu'ils savent tous les deux où est Fiona? C'est la grande question. C'est la grande question. Ils disent qu'ils ont enterré Fiona à 20 km au sud-ouest de Clermont-Ferrand, à côté du lac d'Eida. Mais tous les enquêteurs qui sont venus à la barre, témoigner au procès, au 2e jour du procès, ont donné leur conviction et ils ont tous dit unanimement qu'ils estimaient que Fiona n'avait pas été enterrée et qu'elle avait peut-être été plutôt jetée comme un vulgaire détritus à la poubelle et peut-être même qu'elle n'était pas morte dans la nuit du 12 au 13 mai 2013, mais peut-être avant, parce que la dernière preuve qu'on a de Fiona en vie, c'est le 8 mai. Et entre-temps, on ne sait pas ce qui s'est passé, il n'y a pas de preuve formelle qu'elle est en vie. Et peut-être un indice de leur duplicité ou de leur côté machiavélique, c'est ce qui racontent les enquêteurs cette semaine pendant le procès, quand ils disent, alors ils jouaient, on vient de le dire devant les caméras, le couple est pleuré, mais ils ont été mis sur écoute, et peut-être se savaient-ils sur écoute ou pas, et ça c'est un point important, au téléphone quand ils s'appellent, entre eux, ils continuent à jouer ce scénario de l'enlèvement qu'ils ont eux-mêmes imaginé. Là, on a vraiment l'impression d'acteur. C'est vrai que pendant plusieurs mois, après l'annonce de cet enlèvement-disparition, effectivement, quand il se passe des coups de fil, alors forcément, on a l'impression qu'ils sont au courant, effectivement, parce que c'est... Au courant qu'ils sont sur écoute. Oui, voilà, ouais. Parce que c'est vivement qu'elle revienne, qu'on puisse retrouver une vie normale, on nous l'a enlevé. Ils jouent cette comédie pendant plusieurs mois, quand même, hein. Ils sont dans leur rôle, enfin ce qu'ils pensent être dans leur rôle. Et effectivement, il y a ces 4 mois en fait où Cécile Bourgeon, il faut savoir qu'elle est enceinte à ce moment-là de Berkane Makhlouf. Et les policiers et les enquêteurs qui ont bien senti, qui ont de sérieux doutes sur la thèse de la disparition, attendent qu'elle accouche pour pouvoir ensuite mener la garde à vue à bien. Et en fait, au bout de 25 heures de garde à vue, elle va donner des aveux et elle va dire effectivement que Fiona n'a jamais disparu. Julien, vous suivez au quotidien. La Montagne, c'est un journal quotidien, donc il y a les comptes rendus. Vos papiers paraissent chaque jour. Vous, Valentine, vous êtes dans un hebdo. Ça va être quoi l'angle de votre papier Le papier, après 3 semaines, on verra s'il y a de nouvelles révélations ou pas. Mais là, vous vous sentez aller sur quoi dans votre article? En tout cas, moi, je fais, comme Julien ici, je fais des comptes rendus
pour le site chaque jour. Donc là, l'objet, c'est à chaque fois de rendre compte effectivement de ce qui s'est passé dans les journées, pendant les journées, de savoir un petit peu, retransmettre le sel de ce procès. Et après, peut-être que l'angle du papier, ce sera un retour sur cette vérité impossible, en fait. Le fait, je le disais tout à l'heure, ces deux vérités qui s'affrontent. Un des commissaires l'a lancé au jury en disant que vous allez devoir travailler avec les blancs de l'enquête. Et finalement, de se dire, on ne saura jamais la vérité. Il n'y a pas de corps, et sans corps, malheureusement, c'est impossible de faire un examen médico-légal et donc de savoir de quoi Fiona est morte. Et malheureusement, je pense que au terme des 3 semaines d'audience, le procès doit se terminer le 16 décembre, on ne saura toujours pas ni où est Fiona, ni de quoi elle est décédée. Et c'est de cette vérité qu'est privé le père biologique de Fiona, c'est ce que vous disiez à l'instant. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau d'Affaires suivantes. C'était passionnant d'entendre d'autres récits de cette première semaine d'audience. Dominique, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes. D'ici là, passez un bon dimanche sur BFM TV.